Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030. Avant 2020 ? Et sûr avant 2030. Voilà ma fourchette. À votre avis, ces dernières années, l'extrême pauvreté dans le monde a doublé ? Est-ce qu'elle est restée à peu près stable, même nombre de pauvres, ou est-ce qu'elle a diminué de moitié ? Seuls 7% des personnes interrogées ont la bonne réponse. Est-ce que vous l'avez ? En tout cas, si on écoute certains intellectuels, on a envie de répondre A ou B. Bon, après, il y a eu effectivement des avancées techniques, le bien-être, etc. D'une partie de la population, les ultra-riches ont bénéficié de beaucoup de choses et il y a des classes qui ont été laissées sur le carreau. Pablo Servigne est un penseur influent, le pape de la collapsologie en France, l'étude de l'effondrement des civilisations, et ce qu'il dit paraît très vrai, c'est presque un cliché, le capitalisme est prédateur, le progrès ne profite qu'à une petite élite. Et pourtant, bonne surprise, la bonne réponse est la troisième. Quand j'étais petit, un homme sur 3 vivait dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, on parle d'un humain sur 10. Et on peut espérer l'éradication prochaine de l'extrême pauvreté. De la même manière qu'on a éradiqué la variole. Oui, on a éradiqué la variole en 1980 et évité environ 5 millions de morts par année. L'équivalent en gros de la Shoah. Par année. Regardez la barre verticale, elle représente l'extrême pauvreté. Vivre avec moins d'1,9$ par jour. L'Europe en jaune est la seule au 19e siècle à dépasser un peu cette limite. Le continent asiatique en rouge est très en retard, tout comme l'Afrique en bleu et l'Amérique en vert. Et puis, le monde se transforme en chameau. C'est le monde divisé entre riches et pauvres, l'Occident et le tiers-monde, avec un gros fossé au milieu. Ensuite, autour de ma naissance, le miracle s'accomplit. À une vitesse vertigineuse, l'Asie nous rattrape et nous avons, maintenant, un monde complètement nouveau où l'extrême pauvreté représente l'exception plutôt que la norme et où la majorité n'est ni riche ni pauvre. Effectivement, des avancées techniques, le bien-être, etc. d'une partie de la population. Le médecin suédois Hans Rosling, qui a passé sa vie à diffuser ce genre de chiffres, dit que la chute de l'extrême pauvreté est le plus grand événement de l'histoire récente. Pas le 11 septembre, pas la guerre en Afghanistan, non, le fait que plus d'1 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants soient sortis de la misère la plus noire. Et pourtant, ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias, c'est ça. Et pour vous, c'est un fait, on est entré dans une période de décadence qui annonce la fin de la civilisation occidentale. Ça vous paraît inéluctable ? Oui. C'est-à-dire que quand je regarde vos journaux télévisés, je suis persuadé qu'effectivement, on s'en va vers la fin. La théorie de l'effondrement, c'est vieux comme le monde. Ça date au moins de Pline l'Ancien, le premier collapsologue si on veut. Mais aujourd'hui, ça me paraît particulièrement faux et même dangereux quand ça vire en fatalisme. On pourrait dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. Soins palliatifs, on prend soin du patient. On lui fait passer les phases du deuil, colère, tristesse, on accueille pour qu'il soit dans l'acceptation de la mort. Accepter la mort, c'est simplement être adulte. Dans cet épisode, je veux vous parler de chiffres. Des chiffres extraordinaires, fondamentaux qu'on devrait enseigner dans les écoles et qui nous donnent des raisons d'espérer. Mieux, des raisons d'agir. En fin de vidéo, il faudra aussi sanctionner certaines personnes qui disent absolument n'importe quoi. On a parlé de la pauvreté, mais qu'en est-il de la santé ? Aujourd'hui, un être humain a une espérance de vie moyenne de 50 ans, de 60 ans ou de 70 ans. Comme d'habitude, la réponse la moins populaire et la plus optimiste est aussi la bonne réponse. C'est pas trop mal si on considère qu'il n'y a pas si longtemps, elle était de 29 ans. Ici, on voit bien que la thèse selon laquelle le progrès serait concentré dans les pays riches est fausse, puisque les riches ne vivent pas beaucoup plus longtemps que 70 ans. Il a donc fallu que les pays pauvres fassent un bond de géant pour faire augmenter à ce point la moyenne. Prenons un exemple très récent. Entre 2003 et 2013, l'espérance de vie au Kenya a augmenté de 10 ans. Ça veut dire que durant cette période, les Kenyans ont vécu gratuitement, si on veut, la date probable de leur mort reculant à mesure qu'ils vieillissaient. Ça, c'est la réalité. Et même si la souffrance est encore scandaleusement mal répartie sur la Terre, ça ne doit pas occulter le progrès réel qui a été accompli et qui doit nous donner confiance en l'avenir. La vieillesse, d'accord, et les enfants. La mortalité infantile, c'est un peu la statistique par excellence, parce qu'elle donne beaucoup d'informations d'un coup sur l'état d'un pays. Emmanuel Todd, à l'époque, avait prédit un peu contre toute attente l'effondrement de l'URSS, parce qu'il avait constaté que la mortalité des enfants en Russie recommençait à grimper. Vous avez beau envoyer des gens dans l'espace, si vous laissez mourir vos propres enfants, c'est que votre pays a un problème. Dans le monde, la mortalité des enfants en dessous de 5 ans a tout simplement été divisée par 100. Tous nos ancêtres perdaient des frères, des sœurs, des fils et des filles. Et quand on pense à la souffrance que cause la mort d'un seul enfant,
Comment ne pas penser que nous vivons l'époque la plus heureuse qui ait jamais existé? Pourtant, quand on demande leur avis aux gens, les gens pensent que le monde va de plus en plus mal. La France étant championne du pessimisme, avec seulement 3% de personnes qui pensent que le monde s'améliore. Pourquoi ce pessimisme? Peut-être parce que le monde est de plus en plus violent? On doit à Steven Pinker, dans une invraisemblable somme de 1000 pages, d'avoir démonté définitivement le mythe de l'augmentation de la violence. C'est pas que la violence a diminué, c'est qu'elle s'est totalement effondrée. Les guerres entre grandes puissances ont disparu, les morts dues à la guerre sont en chute libre, tout comme le taux d'homicide. La guerre n'est même plus une préoccupation centrale pour la majorité des habitants de la planète. Et d'un point de vue historique, c'est complètement anormal. D'accord, la santé, la pauvreté, la guerre... Mais le niveau intellectuel baisse quand même. Vous avez peut-être vu le film Idiocratie qui parle d'une chute vertigineuse du QI en raison des futilités du monde contemporain. En fait, la réalité est exactement inverse, et ça s'appelle l'effet Flynn, l'explosion du QI moyen au XXe siècle. Et on parle pas de 2-3 points de QI, on parle de 20-30 points de QI en moyenne dans le monde. Ce qui fait qu'une personne au QI moyen il y a un siècle serait aujourd'hui à la limite du retard mental. Ce progrès extraordinaire est dû notamment à la progression de l'alphabétisation dans le monde. D'accord, mais la démocratie est en crise, les populismes montent, Donald Trump... C'est vrai dans certains pays, quoique ce soit souvent exagéré par les médias, mais à l'échelon global, la démocratie continue de gagner lentement du terrain. Oui, d'accord, mais les catastrophes naturelles, Katrina, les tsunamis... Bonne question, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, le nombre de morts par catastrophe naturelle a augmenté? Eh bien non, il a très nettement diminué, en raison de l'amélioration des infrastructures. Oui, mais il y a le coronavirus, c'est bien la preuve de l'effondrement. Je sais pas si je suis trop optimiste, mais je vois exactement l'inverse. D'abord, si on prend un peu de recul historique, et qu'on constate le nombre de victimes de la grippe espagnole, mais surtout si on se pose cette question très simple. Combien de civilisations du passé auraient privilégié la santé de personnes de plus de 80 ans par rapport à leur croissance économique? Combien? Ce dilemme moral nous est paru tellement évident qu'on ne se l'est même pas posé. Que ce soit ici, ou aux États-Unis, ou en Russie, même dans des pays censément dirigés par des réincarnations d'Hitler. Personne n'a réfléchi à l'hypothèse de sacrifier les plus faibles, alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'idée c'était de les exterminer activement. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit progrès moral? En fait, la tonalité médiatique a suivi la courbe inverse de celle du progrès. À mesure que les famines s'espaçaient, que les guerres s'arrêtaient, que les épidémies étaient vaincues, les médias étaient de plus en plus négatifs. Comment expliquer cela? Comment expliquer cet écart incroyable entre la réalité du progrès et la perception? La réponse la plus évidente à cette question, c'est évidemment le réchauffement climatique. Tous ces progrès ne comptent pas parce qu'ils se sont faits d'une manière ou d'une autre sur le dos du climat. Le climat a payé la note, ce qui annule tout. Ce qui est finalement un argument assez curieux, parce que le réchauffement climatique, dans une perspective humaniste, et à moins de souhaiter la disparition de l'homme, c'est un problème uniquement dans la mesure où il affecte les domaines que nous avons cités, dans la mesure où il affecte la santé, la vie, la paix et l'égalité. Et ce serait la moindre des choses que les déclinistes précisent au passage que les sujets qui les préoccupent sont précisément ceux qui ont connu une amélioration spectaculaire depuis 50 ans, et pas grâce à eux. Quoi qu'on pense cette question, rien ne semble justifier dans la réalité cette incroyable assurance avec laquelle les collapsologues annoncent la fin du monde. Et sûr avant 2030. Récemment, je suis tombé sur un passage de Clément Rosset que j'aimerais vous partager. J'ai découvert Clément Rosset juste après sa mort et c'est un regret pour moi d'avoir jamais pu l'écouter en direct et le rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément qui est devenu une sorte de compagnon. Rosset est nietzschéen, il part de cette idée qu'on pense pas ce qu'on pense par hasard ou par la force de la raison pure. Non, il y a toujours ce fond vital dans ce qu'on raconte aux autres. Il y a un passé, il y a une histoire, il y a un corps, il y a des émotions. Et tout ça reste sous la surface. Nietzsche dit « N'écrit-on pas des livres précisément pour cacher ce que l'on a en soi ?» Alors Rosset est nietzschéen et il se demande sur quel fond vital se basent les collapsologues, les prophètes de la fin du monde qui ont existé depuis toujours. Et ce fond vital, Rosset parle pas comme ça, il écrit magnifiquement bien, mais ce fond vital, c'est un désir. Un désir très enfoui, très inavouable, d'en finir. Que ça s'arrête. Que le monde se termine. Parce que le monde est rempli de souffrances, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter la fête, mais ils n'ont pas le courage de la quitter eux-mêmes. Ils préfèrent attendre
que les plombs sautent et que tout le monde soit obligé de rentrer. José donne la logique du collapsologue. Je désire d'abord que tout finisse. Ce n'est qu'à partir de ce terrain propice que s'élabore l'hallucination d'une fin effective et imminente, dont j'avise alors mon entourage, après m'être composé un visage consterné. On ne peut pas en vouloir à un penseur de penser à partir de son expérience vitale. On ne peut pas en vouloir à Cioran de sublimer sa dépression dans ses œuvres. Mais là où ça me gêne, là où ça me fait mal, c'est quand je vois que c'est le discours dominant tenu aux jeunes aujourd'hui. Je suis prof et je vois tellement de jeunes convaincus qu'ils sont en pleine décadence, qu'ils vivent dans un monde où ils sont déjà coupables d'exister, et certains profs de les conforter dans cette vision des choses. J'aimerais leur dire que c'est pas vrai. J'aimerais leur dire que nous sommes dans un monde en progrès et qu'on va pas s'arrêter de sitôt. Si vous pensez aussi que c'est important, partagez cette vidéo. Je trouverais génial qu'elle arrive jusqu'aux oreilles de Pablo Servigne et qu'il me réponde là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.